Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour cette édition spéciale en direct de Al24 News aujourd'hui, qui est l'hôte d'Oran. Nous nous retrouvons donc à Oran et vous allez voir pourquoi. Ce soir, nous vous proposons l'espace de 45 minutes, un décryptage et une lecture qui s'impose de plus en plus autour de deux affaires qui défrayent la chronique et l'actualité, mais à leur manière, surtout dans les médias français qui livrent une véritable plutôt offensive médiatique contre la constante algérienne. Et c'est d'ailleurs cet aspect, cet angle que nous allons aujourd'hui tenter ensemble de comprendre, ou du moins avec nos invités, et au moins d'en déchiffrer les codes et d'examiner bien sûr les contours de près. Sans en dire davantage, nous mettons la lumière ce soir sur les deux affaires. Kamel Daoud, avec son dernier roman paru donc aux éditions Gallimard, qui a été primé par l'Académie Goncourt pour son roman Houri. On va voir qui se cache, ou qui cache ce roman, qui cache, ou cette affaire qui cache une cruelle affaire d'usurpation. Nous allons voir pourquoi. Nous évoquerons également l'affaire Sansal, que nous appelons ainsi, puisque c'est ainsi que d'autres l'ont qualifiée. Et d'ailleurs, nous verrons pourquoi ce soir avec nos invités, que je ne vais pas tarder de vous présenter. Donc, comme je le disais, pour en parler aujourd'hui avec beaucoup de plaisir, nous avons avec nous pour un petit peu voir les contours de ces deux affaires, n'est-ce pas, Ahmed Ben Saada, qui est auteur et analyste politique, qui nous a fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Ahmed Ben Saada, bonsoir. Bonsoir et merci pour votre aimable invitation. Merci à vous. À chaque fois, vous répondez donc par le positif et l'affirmatif. Et bien sûr, nous aurons par Skype depuis Paris Jacques-Marie Bourget, qui est également journaliste de terrain. Et nous allons voir que cet exercice a failli lui coûter la vie et qu'il a vraiment été sauvé in extremis. Pourquoi et de quelle manière, nous allons le voir tout à l'heure et tout au long de ces 45 minutes. Jacques-Marie Bourget, bonsoir. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir, je suis ravi d'être avec vous et merci d'inviter un journaliste hors d'âge, un vieux monsieur qui a encore quelque chose à dire. Bien sûr, nous avons toujours quelque chose à dire et je suis sûre qu'aujourd'hui, on aura beaucoup de choses à dire. Alors, pour commencer, on va le faire avec vous, Ahmed Ben Saada. Alors, deux affaires qui défrayent la chronique, n'est-ce pas, et qui sont vues par un prisme occidental. Au fait, ce n'est pas ces deux affaires, ce n'est pas les deux affaires en ce qu'elles constituent. C'est surtout ce prisme par lequel elles sont perçues, le prisme français. Alors, d'abord, pour commencer, l'affaire de Kamel Daoud. Kamel Daoud, qui donc est primé, le prix Goncourt, et on le sait, pour son roman, le dernier, en date, Houri. Alors, je n'ai pas encore la chance de l'avoir lu, ou la malchance de l'avoir lu, on verra, n'est-ce pas? Mais on va d'abord parler de l'histoire. D'ailleurs, il a fait un petit peu le tour de tous les médias français. Il n'y a pas encore un média ou une émission où il n'est pas passé. Un roman qui, selon lui, est le fruit de son imagination. Il a dû imaginer cette histoire pour écrire un petit peu, donner la voix aux femmes ou bien aux victimes du terrorisme. Il s'avère que par la suite, cette affaire a montré des relents qui ne sont pas tout à fait aussi roses et aussi féeriques, puisque de toute façon, il s'agit d'une véritable histoire d'usurpation. Il s'agit d'une véritable histoire d'abord, d'une Algérienne qui a été victime dans les années donc noires. Et monsieur Kamel Daoud a jugé bon d'écrire son histoire sans son autorisation. Alors, que faut-il en penser de toute cette histoire finalement? Alors, c'est vraiment une histoire abracadabrante, en fait. Tout l'Occident, en particulier la France, avait fêté ce prix Goncourt, quoi qu'on en dise, parce qu'il y a eu beaucoup aussi de critiques et de réserves par rapport à la qualité, disons, littéraire de ce roman. Du livre. Parce qu'en fait, il y a eu bien avant le Goncourt, il y a eu, par exemple, une analyse d'une spécialiste de la littérature française, qui est Christine Chollet-Achour, qui a dit, bien avant que le roman obtienne le prix, elle a dit certainement qu'il va obtenir le prix, mais pas pour des raisons littéraires. Donc voilà. C'est déjà au début. Mais disons qu'avec le rebondissement qu'a connu cette affaire, avec l'apparition justement de
Moi, je me rappelle du film La Rose pourpre du Caire. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un film de Woody Allen où les acteurs sortent du film et le film s'arrête. Donc ça me rappelle un peu ça. C'est-à-dire que vous avez un roman et puis tout d'un coup, ce roman, c'est pas un roman fictif. Non, les personnages ont vraiment existé. Et c'est non seulement ils ont vraiment existé, mais ils sont vivants. Et Monsieur Daoud, avec disons, l'aide de son épouse, qui était la psychiatre de Saada, la dame en question, qui a été, disons, laissée pour morte quand elle était jeune et qui a grandi avec une blessure profonde, non seulement dans son corps, mais aussi dans son âme. Dans son âme. Et donc, et puis, on voit que cette dame qui avait besoin de réconfort et de suivi médical, oui. Par rapport à sa situation psychiatrique et psychologique, on voit que le dossier de son traitement a même disparu. C'est-à-dire qu'il non seulement il a été utilisé, mais d'après son avocate, on ne le retrouve pas. On ne retrouve pas ce dossier. Donc c'est une histoire quand même assez étrange pour la vie d'un roman. Et ce qu'on voit, par exemple, sa maison d'édition qui est Gallimard, au lieu de critiquer, de chercher à trouver les tenants et les aboutissants de cette affaire, elle est allée directement sur le terrain politique en disant que c'est une affaire qui a été montée contre l'écrivain Kamel Daoud, toute une cabale qui a été faite. Et non seulement elle a fait ça, mais en plus elle a traité l'Algérie de régime. Alors quand on sait que Gallimard, pendant la Deuxième Guerre mondiale, a collaboré, mais alors très grandement, avec le régime de Vichy et le Troisième Reich aussi. Il a collaboré avec le régime nazi. On sait que, en fait, cette maison d'édition sait de quoi elle parle quand elle parle de régime. De régime. Oui, alors voilà, Jacques-Marie Bourget, vous, quand je vous avais contacté il y a quelques jours pour justement parler de cette question, vous m'avez dit, Leïla, je suis en ce moment sur l'affaire Kamel Daoud. Alors moi, je me suis posé la question, comme ça naïvement, n'est-ce pas, on peut le faire aussi. Je me suis dit, mais pourquoi Jacques-Marie Bourget voudrait-il s'intéresser à l'affaire Kamel Daoud? Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est-ce qui a porté votre intérêt vis-à-vis de cette affaire, Jacques-Marie Bourget? L'intérêt de mon affaire, c'est Ahmed Ben Saada, qui il y a 6 ou 7 ans, je ne sais plus, m'a contacté pour faire la préface de son livre sur Kamel Daoud. Et j'étais très honoré, je ne pensais pas que j'étais digne de faire une préface, donc j'ai étudié les prémices de l'œuvre de M. Kamel Daoud. Et j'ai été absolument épouvanté de voir un personnage comme ça se lancer dans la vie littéraire. Et Ahmed avait fait un livre pour expliquer l'imposture qu'était ce personnage. Alors, est arrivée assez vite l'histoire des faux viols de Cologne, c'est-à-dire des femmes qui avaient été, le soir du Nouvel An, violées par des migrants à Cologne. Tout ça était faux, c'était un coup monté par l'extrême droite. Et M. Daoud a surenchéri, il doit sa notoriété à cette affaire. Donc, un Algérien, donc arabe, qui nous laisse entendre que, sans l'oser l'écrire, que finalement, le viol, c'est une espèce de, je sais pas dans l'ADN, mais enfin, c'est un peu culturel, et puis bon, voilà, il y a une tendance au viol dans le monde arabe, c'est absolument scandaleux. Donc, il a évidemment obtenu beaucoup de succès en France par rapport à tous ces racistes, qu'ils soient de droite ou qu'ils soient de gauche, parce qu'il y a des racistes de gauche, et qui n'osent pas dire du mal des Arabes et des musulmans. Ils trouvaient beaucoup mieux de faire dire ce mal par M. Daoud. C'était en fait leur porte-parole. J'étais absolument choqué de voir qu'on puisse promouvoir, monter au pinacle, à l'aide de M. Bernard-Henri Lévy, un personnage aussi cynique. Voilà. Oui. Oui, alors très bien, nous allons aller donc revenir vers vous, Jacques-Marie Bourget. Il faut dire, Ahmed Ben Saada, que
le parcours de Kamel Daoud depuis le départ déjà, depuis le début. Il y a eu plusieurs changements. Alors, on va dire changement pour rester un petit peu quand même soft, parce que finalement, chaque fois, il y a eu un petit peu retournement de Kazakh. Mais disons que le dernier retournement lui a été un petit peu fatal, parce que là, si vous voulez, il a usurpé d'abord ce qu'on appellerait une histoire qui s'est dit, qu'il a attribué à lui-même alors que ce n'est pas son histoire. Bon, le fait de prendre une histoire véritable ou vraie et la transformer en roman, ça c'est en soi pour un auteur, c'est quelque chose de bien. Mais le problème, c'est que la personne en question qui est concernée n'a pas donné son aval, c'est-à-dire que c'est contre son aval. Et puis, elle n'a pas souhaité que son secret médical soit connu et dévoilé. Et là, il y a une double infraction et une double violation de son intimité. Donc, on est carrément devant... Est-ce que Kamel Daoud, je vais le dire comme ça, est-ce que Kamel Daoud peut compter parmi cette catégorie qu'on dit souvent par le témoignage de leur père, hein, c'est pas moi qui le dis, c'est Pascal Boniface, ces intellectuels faussaires? Alors, personnellement, j'ai écrit un livre bien avant cette histoire, en 2016, donc, dont Monsieur Jacques-Marie Bourget a été le préfacier, où j'avais indiqué que, en fait, déjà en 2016, à cause de cette histoire de migrants et de viols, etc., à Cologne, d'ailleurs, mon livre s'appelle Kamel Daoud, Cologne contre enquête. Oui, j'aimerais que vous le gardiez un petit peu, juste, voilà, juste Cologne pour contre que enquête. puisse Il a téléspectateurs. été écrit en 2016, et déjà en 2016, j'avais remarqué justement une transformation de Kamel Daoud. Alors, nous avons tous lu Kamel Daoud quand il était chroniqueur justement au quotidien d'Oran. Il écrivait, il était un opposant où tout le monde aimait lire ses chroniques. Mais il y a eu un glissement, en fait, il y a eu un glissement de Kamel Daoud de la critique à l'injure. Et c'est ça qui est étonnant dans son parcours. C'est-à-dire qu'il est passé, aussi. Voilà, donc il est passé de la critique à l'injure. Et si on regarde par exemple son roman Meursault contre enquête, on remarque aussi qu'il y a eu de fortes critiques de la religion, de son peuple, etc. Et par la suite, donc, dans ce livre-là, ce livre-là que je n'ai pas encore lu pour le critiquer, mais disons que ce livre a été encensé par la critique, disons, la critique française, malgré aussi quelques bémols aussi par rapport à ce que j'ai cité tout à l'heure, ce qui est tout à fait normal. D'accord. Mais ce qu'on peut dire de Kamel Daoud, c'est que ses prises de position par rapport à son peuple, par rapport à sa race, par rapport à son ethnie, par rapport à sa religion, sont questionnables. Et on retrouve ça aussi, c'est Monsieur Boualem Sansal, c'est le même dérive, c'est la même dérive. Voilà. Donc on passe de quelqu'un qui critique de manière positive son peuple, il veut qu'il le critique pour l'améliorer, à l'insulter tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire si on enlève le mot arabe, le mot musulman, le mot Algérie à Kamel Daoud et à Boualem Sansal, ils n'auront plus de fonds de commerce. Il n'y a aucun fonds de commerce. Donc ils sont, en fait, on se rend compte que ils sont ce qu'on appelle en Occident, par les Occidentaux eux-mêmes, des informateurs indigènes. C'est-à-dire, comme l'a dit si bien tout à l'heure mon ami Jacques-Marie, ce sont des gens que quand eux parlent, et qui parlent au nom d'une communauté, on va les croire, parce que justement, ils viennent de cette communauté-là. Ils deviennent plus crédibles. Ils deviennent plus crédibles. Voilà. En tous les cas d'être crédibles. D'où la dénomination d'informateur ou alibi ethnique aussi, ça, on l'utilise ça. Donc, et ces personnes-là vont attaquer ce qu'on appelle dans les guerres les guerres cognitives, ils vont attaquer ce qu'on appelle des infractuosités sociétale. C'est-à-dire, ils vont attaquer dans des... vous savez, une société, elle est homogène, mais elle présente quelques fractures. Et ils vont exacerber ces fractures. C'est le propre de toutes les sociétés. Ce n'est voilà. pas que la société algérienne. Toutes les sociétés ont des infractuosités, toutes les sociétés ont des clivages. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de les agrandir et de créer de zoomer. Par exemple, tout le discours, par exemple, de dire que la colonisation est un bienfait, par exemple. On le voit dans le discours de Kamel Daoud, je l'avais déjà noté, et dans le discours de Sansal. Je vais juste vous citer un passage. Allez-y. Alors, Boualem Sansal dit ces colons ont plus chéri que nous cette terre, nous qui sommes ses enfants.
D'un autre côté, Kamel Daoud dit « La terre appartient à ceux qui la respectent. Si nous, les Algériens, en sommes incapables, alors autant la rendre aux colons. » Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous ne sommes pas capables d'aimer cette terre et bon, il faut qu'on ramène le colon. Des gens qui l'aiment plus que nous. Plus que nous. Alors, vous imaginez... Mieux que nous, c'est mieux pire. que nous. Et puis, ce discours paraît anodin, mais en fait, quand il est disséminé dans la société, il devient un discours ambiant et on dit mais pourquoi nous on n'est pas capables, eux sont meilleurs que nous. Et quand j'ai pris, en fait, dans mon livre, quand j'ai pris la grille d'analyse en fait, du sociologue Albert Memmi, qui a écrit un livre qui s'appelle Portrait du colonisé, on voit exactement que, en fait, Kamel Daoud, dans ses écrits, on voit qu'il mimétise l'ancien colon. Albert Memmi. C'est Albert Memmi qui donne un portrait du colonisé, Oui. mais on voit Kamel Daoud, il a exactement la grille, c'est-à-dire on peut cocher toutes les grilles qu'a donné Albert Memmi dans son livre, et on remarque que en fait ce qu'il fait, c'est essayer de ressembler aux blancs, essayer de ressembler aux colons et de mettre un doigt accusateur contre son peuple qui est sale, qui est ci, qui est ça, qui a que des choses négatives dans sa société. Et c'est exactement le même discours qu'on entend chez Boualem Sansal, c'est-à-dire que nous, qui avons combattu, nos ancêtres et nos parents ont combattu contre la colonisation, eh ben nous ne sommes pas dignes d'avoir cette terre d'après eux. Voilà, c'est-à-dire qu'on revient finalement vers ce qui était décrit comme étant le complexe du colonisé. Et Kamel Daoud essaye de jouer sur ces stéréotypes à force de répéter les stéréotypes les mêmes, parce qu'on l'a vu quand même sur les plateaux de télévision, répété à maintes reprises et à plusieurs reprises. C'est devenu carrément, si vous voulez, c'est-à-dire tellement de manière incessante, dire « mais moi tout ce que je demande c'est d'être heureux, moi je veux être comme vous. Pourquoi ici en Europe tout le monde est beau? Pourquoi tout le monde est heureux? On ne sait pas être heureux. » C'est-à-dire que à force de répéter ce genre de phrases, ça finit par un petit peu dans l'inconscient devenir une vérité. Exactement, mais voilà. En fait, ce qu'il dit, lui, et en fait, c'est il une joue espèce, sur cet aspect. Voilà, cet aspect, parce que même à un certain moment, il dit la première fois que je suis allé en Europe, j'ai été ébloui par la lumière. C'est comme s'il n'y avait pas de lumière. Voilà, il restait ébloui tout le temps. Mais disons que cette façon, en fait, il y a quelque chose que j'ai noté aussi, c'est que dans les années où j'ai écrit le livre, il parlait de nous et de eux, c'est-à-dire lui, il faisait partie de nous, mais il nous critiquait. Maintenant qu'il est français, dans sa dernière déclaration, il a dit eux, c'est-à-dire les Algériens, ne m'aiment pas parce que je suis pas ci, c'est ça. Donc voilà. Il a changé complètement de cap. Alors c'est peut-être un lapsus ou quelque chose, mais c'est un lapsus révélateur dans la mesure où, du moment qu'il est français, il fait plus partie du peuple où il a vécu, où il a grandi et il a été éduqué. Oui, et le problème c'est qu'il a été éduqué et il a aussi commencé sa carrière de journaliste où il pouvait tout écrire, n'est-ce pas? Exactement. Il pouvait écrire librement, contrairement à ce que peut-être peuvent prétendre. Donc nous sommes les eux critiquables aujourd'hui. Nous sommes devenus critiquables. Justement, alors on va revenir vers vous, Jacques-Marie Bourget. Vous avez quand même reçu une balle pendant que vous exerciez votre métier, n'est-ce pas? Vous êtes en principe, on pouvait vous compter pour mort aujourd'hui. Donc c'est vraiment, vous êtes un miraculé. Lorsque vous étiez en train de couvrir et de faire votre métier sur le terrain, vous avez quand même reçu une balle par l'antitétionniste, par Israël. Cette balle, on vous l'a fait sortir, mais l'antitétionniste n'a jamais voulu la reconnaître. Aujourd'hui, vous vouliez un petit peu remettre cette balle pour leur dire que finalement, voici votre balle avec la signature et bien entendu et la preuve à l'appui. Justement, j'allais dire, pourquoi lorsque il s'est agi de quelque chose vous concernant où les arguments étaient là, personne n'a réagi. Cette classe française politique de droite n'a pas réagi comme elle a réagi aujourd'hui avec l'affaire Sansal, dont nous allons y venir, et avec l'affaire de Kamel Daoud. Bon, de droite comme de gauche, hein, personne n'a réagi. Non, je voulais revenir justement sur Daoud, puisque Daoud a écrit des textes absolument épouvantables sur les Palestiniens, qui ne partageaient pas leur misère, que ceci, que cela. Enfin, je veux dire, c'était des sous-hommes, c'était des cloportes. Donc ça finit de faire le portrait du personnage. Et si vous me permettez, en 2 secondes, je voudrais revenir moi au prix Goncourt, parce que le prix Goncourt n'est plus un prix littéraire depuis un certain temps, c'est une arme politique. Et là, le prix Goncourt cette année
il y avait à la fois M. Daoud et il y avait un concurrent qui était en combat avec lui pour l'obtention du prix, qui avait fait un texte sur le Rwanda. Et M. Daoud, c'est l'Algérie, etc., etc. Donc le Goncourt, c'est une arme pour les capitalistes, la droite, les gens de l'oppression, les colons, pour faire passer un message. C'est plus du tout de la littérature, c'est un message politique. Le message politique essentiel à faire passer actuellement, c'est la haine de l'islam, la peur de l'islam, le grand remplacement, enfin toutes les théories odieuses qu'on peut entendre en France, et on fait passer ça par la pilule, j'allais dire, la pilule de la soi-disant littérature. Alors que c'est pas du tout de la littérature, c'est de la propagande. Et je peux vous dire que ce livre, il n'est pas arrivé innocemment chez Gallimard. Il a été promu, porté sur les fonds baptismaux, aidé par les plus hautes autorités de l'État. Et je rappelle que M. Kamel Daoud est un ami intime du président Macron. Donc je ne crois pas au miracle. Je dis que ce prix Goncourt n'est pas un fait littéraire, c'est un fait politique. Et c'est une arme contre l'Algérie et contre les Arabes. Quant à moi, de verser une balle dans le poumon et concernant votre fait, oui. En 2000, les Israéliens ont essayé de me tuer de façon absolument volontaire. Les Palestiniens m'ont sauvé la vie. J'ai eu une transfusion de 5 litres de sang palestinien. Je croyais à la suite de ça que j'allais parler couramment l'arabe, mais c'est pas vrai. Ça m'a pas fait parler arabe d'avoir du sang palestinien. Et depuis, je traîne ma misère comme je peux. J'ai un syndrome post-traumatique, j'ai un poumon en moins, j'ai un bras qui marche pas trop. Mais tout ça, tout le monde s'en moque. Et il a fallu que je me batte pendant 18 années avec mon ami avocat William Bourdon pour finalement que la justice française reconnaisse que j'avais été victime d'une tentative d'assassinat volontaire de la part d'Israël. Fermez le banc, mais ça a été un long et solitaire combat. Alors je vous parle pas des traîtres de RSF et compagnie, enfin tous ces gens qui donnent des leçons de morale et qui sont à la solde des États-Unis. Donc voilà ce que j'ai vécu. Alors aujourd'hui, je suis un survivant et je continue à essayer de réfléchir. Jacques-Marie Bourget, vous avez dû sentir... Oui. Jacques-Marie Bourget, vous avez dû sentir ou vous sentir très seul, j'imagine, à cette époque où vous meniez bataille pour faire valoir une vérité avec des preuves, je veux dire. Comment vous avez vécu cette période? Parce qu'il faut le dire, vous êtes resté quand même 18 ans pour rétablir cette vérité. Il vous a fallu 18 ans. Si vous voulez, j'avais à côté de moi ma femme qui vient de mourir, hélas, et dont le père a été assassiné par l'armée française. Je rappelle que votre femme est algérienne. Voilà. Oui, elle est d'origine kabyle, elle est française de souche, comme dirait l'autre, mais son père a été tué avec habit rouge dans les maquis, a été tué, torturé, pris en otage, puis assassiné par l'armée française. Donc c'est une femme de courage, et il n'était pas question à côté d'elle que je ne puisse pas avoir du courage. Donc, elle vient de disparaître, hélas, et elle m'a toujours accompagné, l'avocat m'a accompagné. Alors, c'est toujours les montagnes russes, c'est-à-dire vous gagnez un jour, vous perdez le lendemain, vous gagnez, vous perdez. Mais j'étais décidé à ne jamais céder le terrain, et j'ai fini par obtenir ces quelques mots. Vous avez été victime d'une tentative d'assassinat volontaire de la part de l'État d'Israël. Et je suis pas sûr que ce soit pas une première dans l'histoire de l'humanité, parce que par définition, Israël ne reconnaît jamais ses crimes. Il les maquille, il ment, même quand les preuves sont flagrantes, c'est pas de sa faute, etc. Là, c'était une tentative d'assassinat volontaire, et c'est pas une mince affaire. Oui, d'autant plus que, je veux dire, ça a toujours été comme ça, c'est-à-dire Israël a toujours procédé de cette manière antisémionniste. On l'a vu avec l'enfant Adora qui a été carrément snipé par... voilà, et ils ont dit par la suite, non, ce n'était pas des balles sionistes, ce n'était pas les nôtres, c'était des balles de combattants dites soi-disant palestiniens. Donc on n'en est pas au premier impair et au premier mensonge. Le problème... Pour continuer avec cette affaire de Kamel Daoud, de Ahmed Ben Saada. Alors, finalement,
Lorsqu'on voit, si vous voulez, le cheminement, comment a évolué aujourd'hui le prix Goncourt, l'Académie Goncourt, qui à la base avait très très bien démarré, parce que c'était des frères qui avaient légué leur fortune pour que soit délivrée, bien entendu, la meilleure production littéraire. On se rend compte que finalement, depuis quelques années, cette académie s'est transformée en sorte de club très fermé, avec un jury il n'y a pas de rotation, je veux dire, c'est toujours les mêmes depuis longtemps, et c'est en plus des gens où, si vous voulez, le jury est formé de membres qui ont eux-mêmes été donc primés Goncourt pour leurs œuvres. Oui, voilà. Donc on l'appelle Mafia Goncourt, on l'appelle plus le prix Goncourt. Et pour certains qui sont dans d'autres jurys de d'autres prix. Donc voilà. C'est toujours les mêmes personnes qui ça tourne autour des mêmes maisons d'édition aussi. Voilà. En fait, le facteur Israël est très important dans ça. Très présent. D'après moi, parce que vous avez par exemple Tahar Ben Jelloun, vous avez Pierre Assouline et vous avez Éric Emmanuel Schmitt, trois jurys du prix Goncourt qui ont été accusés d'être sionistes au Festival du Livre de Beyrouth en 2022. Et ils ne sont pas partis pour cela. Donc, vous voyez, ça veut tout dire. Ça veut tout dire. Nous connaissons aussi Tahar Ben Jelloun, ses relations avec des anciens premiers ministres israéliens. Il y a même des photos qui circulent. J'ai moi-même écrit des articles sur ce personnage. Sur la question, oui. Mais quand on regarde, par exemple, Kamel Daoud, il a écrit en 2014 un article où il se disait « Je ne suis pas solidaire du peuple palestinien ». Vous savez, en 2014, il y avait un massacre, donc un génocide comme celui de maintenant, mais il n'était pas de cette ampleur, et où a été tué 2200 Palestiniens, dont 500 enfants ont été bombardés en 2014. Et pendant ce bombardement-là, lui, il dit « Je ne suis pas solidaire avec les Palestiniens ». Autre chose, il a écrit 2 semaines après, les événements du 7 octobre 2023, il a écrit un article, lettre à un juif, où il lui expliquait que finalement, il était plus ou moins d'accord avec ce qu'il faisait. Qu'il comprenait. Qu'il comprenait. Voilà. Autre chose, il a écrit la postface d'un livre qui s'appelle 7 octobre, un pogrom. Où on a traité le 7 octobre de pogrom. Gaza est une prison à ciel ouvert. Gaza est même pas une prison, c'est un camp de concentration. Maintenant, c'est devenu un cimetière, carrément. Et maintenant, c'est devenu un cimetière. Alors, ces gens-là qui vivent compressés comme cela, à un certain moment, il faut qu'ils se révoltent et que ça explose. Donc, s'ils avaient des conditions de vie humaines, si on leur avait donné leur terre, il n'y aurait pas eu cela. Alors, M. Daoud va Mais de là à parler de pogrom, c'est un peu exagéré. De pogrom, et il a fait la donc, ce que je dis, moi, je mets en fait, pour obtenir, moi, c'est ma conclusion personnelle, pour obtenir le Goncourt, il faut du moins avoir au moins une sympathie pour ce que fait. Et un reniement vis-à-vis de sa propre patrie. Donc l'un enchaîne l'autre. Donc avoir une sympathie envers la cause israélienne et disons une retenue par rapport à la cause palestinienne. Et on le voit très bien. Et on le voit très bien aussi avec Boualem Sansal qui est parti en 2012. Il a été invité puis il est parti en 2012 avec un passeport algérien. Donc et il n'a pas été inquiété dans ce temps-là. Et il est parti donc en Israël et il a dit je suis revenu riche et heureux. Et il a fait un article dithyrambique sur l'État israélien, alors que je rappelle qu'en 2012, en 2008-2009, il y a eu aussi un massacre à Gaza. Il y a eu aussi un mini-génocide à Gaza. C'est cyclique à Gaza. Voilà, et c'était 1400 morts, dont 300 enfants. Et lui, qu'est-ce qu'il a vu? Il n'a pas vu les enfants de Gaza qui étaient morts, il n'a pas vu les cimetières, il n'a pas vu les bâtiments. Il a vu, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu le bonheur des Israéliens en train de coloniser une terre qui ne leur appartient pas. Et le visage toujours heureux, parce que ce sont des gens heureux. Au fait, si on inversait un petit peu la vapeur et qu'on mettait un petit peu les Palestiniens dans des conditions dans lesquelles vivent les colons, et qu'on mettait un petit peu ces Israéliens occupants dans les conditions dans lesquelles vivent les Palestiniens, eh ben, je vous assure que les Palestiniens seraient aussi très heureux avec des visages très épanouis, comme voudraient les voir Sansal, n'est-ce pas? Et c'est une honte actuellement, c'est une honte d'écrire la postface d'un livre qui traite du 7 octobre comme un pogrom, alors que des dizaines de milliers de Gazaouis
et de Palestiniens aussi en Cisjordanie qui sont en train de mourir. Et même maintenant, même au Liban, il y a des dizaines de milliers de personnes qui meurent. Et ce qu'on trouve à dire, c'est que c'était un pogrom. En fait, finalement, si je comprends bien, et d'ailleurs ma question s'adresse à Jacques-Marie Bourget, finalement, c'est bien, c'est très confortable lorsqu'on soutient un discours qui va dans le même sens de ceux qui voudraient l'entendre, c'est-à-dire qu'il ne nous dérange pas, qu'il ne nous demande pas de faire des concessions, un discours du genre c'est un pogrom, alors que jusqu'à l'heure d'aujourd'hui où nous parlons, M. Ahmed Ben Saada, en Occident, on n'ose pas dire le mot génocide. Par contre, on dit pogrom pour le 7 octobre. Vous voyez, on dit pogrom pour si peu de choses. Donc finalement, là, le verbatim est très... Il faut le voir un petit peu avec beaucoup de pincettes. Il faut le prendre avec beaucoup de pincettes, Jacques-Marie Bourget. Un détail, je vais ajouter à la liste de mon ami Ahmed Ben Saada, c'est qu'à l'intérieur de l'Académie du Goncourt, le pire des pires, c'est peut-être la nomination de M. Pascal Bruckner, qui est une sorte de clone de BHL, oui, et qui a une haine absolument absolue pour tout ce qui est musulman, etc., etc. Ils ont fait un fonds de commerce. Donc celui-ci, il ne faut pas l'oublier dans la mention spéciale. Pour ce qui est du génocide, je suis plus radical que Ben Saada, c'est-à-dire que le génocide, c'est pas une histoire de nombre, c'est une histoire d'intention. Vous pouvez parfaitement faire un génocide de 10 personnes. Si vous les tuez en raison de leur race, même si les races n'existaient pas, de leur religion ou de leur ethnie, c'est un génocide, même s'il y a 10 morts. Moi, j'étais dans le camp de Sabra Shatila en 1982 pendant le massacre. Donc, j'ai vu ce qui s'était passé. Ce massacre a été commis par Israël, à la demande d'Israël, à la demande de M. Sharon, qui a pleuré auprès du président Reagan pour le laisser entrer dans les camps et, comme il disait, liquider 3000 terroristes. J'ai vu les femmes, les enfants, les jeunes gens coupés en morceaux. C'était absolument épouvantable. Et en décembre 1983, l'Assemblée générale de l'ONU a déclaré que le massacre de Sabra Shatila était un acte de génocide. Il n'a jamais été réprimé, il n'y a jamais eu de jugement, il n'y a jamais eu de tribunal. Donc c'est jongler avec le mot. Le génocide palestinien, il a été entamé à Tal el-Zatar, il a été entamé à la Carantina. Dès le départ, il y avait une volonté d'éliminer ce peuple de la planète. Et aujourd'hui, on assiste au paroxysme. Enfin, on peut supposer que c'est le paroxysme, mais peut-être que dans un avenir, on aura encore pire, je ne sais pas. Mais il ne faut pas herboter avec ces mots. Ces mots, c'est des mots juridiques. Ils ont un sens. Il ne faut pas avoir peur de les employer, pogrom, etc. Non, c'est un génocide. Oui, alors j'aimerais un petit peu, puisque le temps comme ça nous prend de court, Ahmed Ben Saada, revenir sur l'affaire Saint-Salle. Comme ça, de prime abord, on se dit ce sont deux affaires distinctes. Mais dans la forme, peut-être, mais dans le fond, finalement, ce ne sont pas deux affaires distinctes. Ce sont les deux ont des liens et des rapprochements et des ramifications semblables, que ce soit l'affaire Saint-Salle ou que ce soit un peu Kamel Daoud. Au fait, ce qu'a commencé Boualem Saint-Salle, Kamel Daoud l'a un petit peu, si vous voulez, parachevé. Vous voyez, c'est entre l'épilogue et ce qu'on appelle l'introduction. Finalement, ils font tous les deux le même travail, à savoir être à la solde de certaines sociétés et servir ce discours qui va plaire à l'autre, quitte à renier donc et sa patrie, et ses valeurs, et sa religion. Et je pense que c'est surtout sur ça qu'il joue. Parce que lorsqu'on fait des critiques, finalement, tout le monde peut faire des critiques pour voir un peu meilleur son pays. Mais là, on fait des critiques juste pour déconstruire et pour dénigrer. Parce qu'il y a quand même cet aspect de dénigrement. C'est ça. En fait, les deux sont des informateurs indigènes. Exactement, ils jouent le même rôle, avec différentes approches, mais ils jouent le même rôle, c'est-à-dire ils vont essayer de dénigrer leur peuple, d'où ils viennent, d'où ils ont grandi, où ils sont nés, etc., pour justement plaire à un discours d'extrême droite, un discours sioniste, etc., pour dire, en fait, les Arabes ne seront jamais des gens bien, ils ne peuvent pas espérer être
développé ou avoir une intelligence égale. Voilà. C'est les clichés colonialistes qu'on a connus pendant la colonisation qui sont encore là. Ils sont beaucoup plus subtils, ils sont beaucoup plus sibyllins, mais ils existent encore. Et les deux personnes dont on parle font le même rôle. La seule différence, je dirais, avec Boualem Sansal, c'est que lui, il s'est attelé à ce qu'on appelle l'intégrité nationale. Ce que n'a pas fait pas encore. Il a fait des attaques. C'est-à-dire, il a fait des attaques. Donc, je parlais tout à l'heure d'infractuosité, mais il y a une infractuosité qui concerne l'histoire. Il y a des infractuosités qui concernent la religion. Ce sont départagées les tâches. Voilà. Alors, lui, il s'attaque justement à l'intégrité territoriale. Il dit que l'ouest de l'Algérie appartient au Maroc. Et ce sont des thèses, en fait, il ne l'a pas inventé, ce sont des thèses d'un révisionniste notoire qui s'appelle Bernard Lugan, qui est à la solde du Mersenne, qui passe son temps à dire cela dans les... Il a fait que perpétuer ces idées. Voilà, ces idées. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est que je veux dire, qui a fait la première révolte contre les Français? C'est l'émir Abdelkader. Et l'émir Abdelkader, il était où? Il était à l'ouest. Vous comprenez? Il était algérien, il était dans l'Ouest, il a combattu. Je veux dire, c'est pas les frontières dans ce temps-là existaient et on ne peut pas prendre en sérieux le discours soit de Bernard Lugan ou de Sansal. Mais pire que ça, vous allez me dire, mais pourquoi il le dit? Mais parce qu'il faut le dire, parce que ces gens-là sont payés. Il y a dans le principe de la publicité ce qu'on appelle la fenêtre d'Overton. La fenêtre d'Overton, elle vous permet, en fait, c'est l'ensemble des idées auxquelles la société adhère. Okay? Par exemple, on vous dit, vous voulez manger du chien. Bon, on ne mange pas de chien, mais si on voulait, ok, on veut faire manger du chien. Il y a quelqu'un qui va vous dire, ben, moi je mange du chien. Il va vous vanter les mérites voilà, de la viande de chien. On va ramener un médecin qui va vous dire, mais manger du chien, c'est excellent pour la santé, etc. Après, on va ramener un imam qui va vous dire, manger du chien, c'est bon pour votre truc. Ce n'est pas haram, mais voilà, exactement. Donc, vous voyez, donc, qu'est-ce que fait Boualem Sansal? C'est qu'il déplace la fenêtre d'Overton. Il la déplace dans un terrain où des idées qui étaient inacceptables par la société deviennent acceptables. Voilà. En fait, c'est des lanceurs d'idées, mais je ne le dis pas positivement. Hein. C'est des lanceurs peut-être d'alerte, juste pour dire qu'ils sèment le doute, l'opprobre sur quelque chose qui était acquise. Et on va se dire, ah tiens, oui, c'est vrai, peut-être que l'Algérie n'a pas existé auparavant. Parce qu'il l'a dit, hein, il a été dans la négation la plus totale. Il disait, de toute façon, nous avons été vandalisés, nous avons été colonisés par. Il a fait toute une chronologie. Ce n'est pas la peine de la citer parce qu'on n'a pas le temps. De toute façon, ce n'est pas intéressant. Il finit avec la conclusion apparemment, il a inventé le fil à couper le beurre en disant, vers la fin, eh ben, n'a jamais existé. C'est-à-dire, c'était finalement ça la conclusion. Oui. Donc, tout son travail a été centré depuis le début à montrer l'inexistence de l'Algérie. Oui, que l'Algérie n'a existé qu'à part. C'est ce que d'ailleurs a dit Macron d'une autre façon. Oui, Macron lui-même. Apparemment, c'était son conseiller. Voilà, c'est ses conseillers, c'est les gens qui vont parler en son nom. Et quand le président le dit, le président Macron le dit, les gens vont me mettre en doute. Mais quand c'est quelqu'un qui vient d'un informateur indigène qui le dit. Il est écrivain, il n'est ni ethnologue, ni encore archéologue pour le prouver. C'est des faussetés complètes, c'est-à-dire terribles. Et puis, moi, j'ai vu à la télévision hier, je pense, dire que c'est pas grave parce que ce n'est pas un historien, c'est pas grave. Non! Justement, parce qu'il est historien, c'est grave. Oui. C'est grave de dire ces discours-là, parce qu'on déplace la fenêtre d'Overton et on peut disséminer des informations dans la société pour faire des clivages dans la société. C'est comme ça qu'on jette l'opprobre. Exactement. Et c'est comme ça qu'on crée des isanies à l'intérieur de sociétés. Tout à fait. Je voudrais un petit peu revenir avec vous, Monsieur Jacques-Marie Bourget. On sait très bien qu'aujourd'hui, Sansal a été donc détenu par l'Algérie qui est souveraine, mais on ne comprend pas aujourd'hui comment se fait-il qu'il y ait une réaction aussi, je dirais, agressive du côté des médias français qui font du sujet leur sujet de prédilection dans leurs médias. Comme je le disais tout à l'heure, il n'y a pas un plateau où on ne parle pas de Sansal, alors que très peu parlent, par exemple, du mandat d'arrêt de la CPI et de la Cour de justice internationale contre Netanyahou. Et personne ne parle d'un citoyen français dont je ne partage pas les idées
moins qu'on puisse dire, puisque c'est quasiment une espèce de néo-nazi, mais qui a été 7 mois en prison en France parce qu'il avait écrit un livre qui ne convenait pas. Une fois encore, ce livre me fait vomir, mais il a été 7 mois en prison en France. Donc, avant de nous, colons, donner des leçons de démocratie au reste du monde, il faudrait qu'on balaye devant notre porte. Mais si vous voulez, il y a une volonté internationale, européenne, impérialiste, atlantiste, de créer des mosaïques. C'est-à-dire que le rêve de ces gens-là, c'est de faire exploser le monde d'en face en parcelles afin de mieux les dominer. Et quand monsieur Santal vient nous dire que l'Algérie n'existe pas, etc., qu'est-ce que ça veut dire? Il est en mission pour nous dire que l'Algérie n'est pas un pays. Brièvement, monsieur moi, j'appelle ça à l'époque de l'Irak, on a connu l'histoire des armes de destruction massive qui n'existaient pas. Eux, ce sont des hommes de destruction massive. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en mission et ils sont chargés de diviser le monde en petites entités faciles à gouverner, faciles à guider avec la corruption ou la propagande. Et c'est pas du tout ni de la littérature ni de quoi que ce soit, c'est une stratégie politique. Très bien. Merci beaucoup, Monsieur Jacques-Marie Bourget. Vous avez senti que j'étais en train de vous précipiter, même si vous avez développé une idée merveilleuse, on aurait pu aller très loin. C'est bien dommage, l'impératif du temps encore. Donc, on est pris de court à chaque fois. Merci donc à vous, Jacques-Marie Bourget, d'avoir été avec nous. Et je vous promets qu'on fera d'autres émissions avec vous pour un petit peu revenir en détail sur votre parcours journalistique d'homme de terrain surtout. Merci à vous également, Ahmed Ben Saada. Je vous remercie d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes également auteur et analyste politique. Merci pour toute cette lecture et merci de faire ce travail parce qu'il le faut lorsqu'on sait que l'Algérie est attaquée de partout, même si, bon, on ne le dit pas comme ça juste pour apeurer les gens, mais en tous les cas, il faut rester quand même prudent et vigilant. On n'a qu'un seul pays. Alors, merci aussi à vous de nous avoir suivis. On se retrouvera certainement pour d'autres émissions et je vous souhaite donc une agréable soirée. Au revoir.